Bonjour à tous, bonjour chère audience. Nous avons un panel fort intéressant qui va attaquer le sujet lié à la HealthTech. Aix-Marseille-Provence, partenaire de la HealthTech entre l'Afrique et l'Europe. C'est vraiment une thématique que je vous invite à venir voir avec d'excellents et éminents panélistes issus un petit peu, j'irais tant du territoire, du côté africain aussi. Et je vais d'ailleurs même avoir le plaisir de les présenter. Je vais commencer par, évidemment, la gente, si vous me permettez, féminine. Avec vous, Madame Royer, vous êtes donc la directrice générale d'Eurobiomed. Merci d'être avec nous ici à Emerging Valley. Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous. À votre droite, vous avez Éric Méville, qui est le directeur général de Santé Entreprise et président de la commission santé du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN. C'est bien ça? CIAN. Ah, CIAN, oui, je fais toujours une erreur là-dessus, mais CIAN. Bonjour. Ah, là, ça marche. Là, ça marche. Oui. Bonjour et merci de l'invitation. Ensuite, j'ai Monsieur Yvan Kondam, notre grand ami du Togo, CEO de Konjing Valley. Exactement. Merci d'être revenu ici à Emerging Valley et d'accepter l'invitation d'intervenir dans ce débat. Ok, merci et ravi de vous revoir encore une fois et bon vent à nous. Ah bon. Ensuite, alors j'ai Monsieur Hichem Radouine, qui est cofondateur et senior partner chez Connectinov, une structure qui accompagne donc les HealthTech en Tunisie. Absolument. Merci beaucoup, Simon. C'est toujours un plaisir d'être à Emerging Valley. Merci. Écoutez, moi je terminerai par moi-même pour une fois, faire fi du protocole. Moi, c'est Simon Jaguello, je suis journaliste chez Forbes Afrique et j'aurai le grand plaisir d'animer ce débat. Mais en amont de ce panel, je trouve qu'il y avait un point intéressant qui a été mentionné par vous tous, ici et vous toutes, de savoir, parce que peut-être l'audience ne le sait pas nécessairement, c'est quoi la HealthTech ? Qu'est-ce qu'elle regroupe finalement? Oui, bonne question. Effectivement, il y a souvent une confusion entre la HealthTech et la e-santé. Et la e-santé fait partie de la HealthTech. La HealthTech est beaucoup plus large. En fait, sur la HealthTech, il y a trois sous-secteurs principaux que sont la e-santé, justement, donc la e-health, tout ce qui peut se rapporter à l'intelligence artificielle pour la santé ou à la télémédecine, entre autres. Il y a aussi, par contre, la MedTech, donc tout ce qui est dispositifs médicaux, généralement connectés. Il y a aussi la biotech, et la biotech, c'est un peu les médicaments, assez connu dans la biotech, mais c'est aussi un peu la cosmétologie, c'est un peu de foodtech, c'est tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin à la santé humaine ou animale. D'accord, donc vraiment c'est assez complexe, c'est beaucoup plus vaste que ce que l'on croyait, et comme on peut dire, tu as raison, ça peut prêter parfois à confusion avec l'e-santé, qui est une des composantes de la HealthTech en général. Et si je peux ajouter que dans la biotech, on ajoute aussi toutes les solutions de diagnostic, tout ce qui est dépistage, diagnostic, plateau technique pour tout ce qui est dépistage de maladies. Voilà. Alors, en temps de Covid, c'était fortement nécessaire en dépistage, qui malheureusement, j'ai pu entendre au dernier chiffre qu'il y a une petite remontée épidémique. Donc, à mon avis, on fera appel à ce domaine de la HealthTech. Donc, voilà encore une fois un sujet fort important et fort d'actualité. Mais en parlant d'HealthTech, j'ai cru comprendre, et j'ai un peu regardé les chiffres en amont de ce panel, que, à ma grande surprise et même positive, la métropole est quand même un vivier d'innovation. J'ai eu quelques chiffres que je vais tirer comme ça, avec 600 entreprises présentes sur le territoire, c'est 3700 emplois et un chiffre d'affaires total estimé à plus de 750 millions d'euros en 2019. Alors, Madame Royer, je voudrais appeler à votre expertise. Quels sont les éléments clés qui ont contribué, quelles politiques ont été mises en place pour faire de cette métropole et d'innovation dans la HealthTech? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué et il y a aujourd'hui une accélération grâce à des politiques publiques. Alors, je vais commencer par les principaux facteurs. Ce secteur d'activité extrêmement innovant s'appuie avant tout sur l'excellence de la recherche scientifique. C'est un domaine dans lequel les temps de développement sont très longs et la recherche se fait souvent dans des laboratoires. Et il se trouve qu'à Marseille et sur la métropole d'Aix-Marseille, on a une université extrêmement puissante dans le secteur des sciences du vivant, avec beaucoup de laboratoires de recherche qui du coup cherchent et trouvent les premiers signes annonçateurs qui vont permettre de créer une innovation en santé. Et combien de centres de recherche avez-vous ici, plus ou moins, dans la métropole? Alors aujourd'hui, on compte plutôt en nombre de labos et on est quasiment, on dépasse les 150 laboratoires de recherche qui sont dédiés à la santé. Mais aujourd'hui, la santé, comme vous l'avez compris, c'est pas uniquement la biologie. Donc pour faire de la e-santé ou pour faire du diagnostic médical, il nous faut aussi du numérique, il nous faut aussi des technologies transverses, des matériaux par exemple, de la robotique, de la mécanique. Et en fait, c'est toute cette richesse qu'on trouve sur la métropole qui ont donc permis, et on pourra y revenir après, de créer les structures de valorisation nécessaires et en face, et je crois que ça c'est vraiment nouveau depuis 5 ans, d'avoir un terreau d'entrepreneurs qui viennent développer ces innovations
pour en faire ce terreau que vous avez décrit, extrêmement fertile dans le secteur de la santé, puisqu'on peut dire que la filière santé est aujourd'hui la principale filière économique avec le numérique dans les technologies innovantes sur la métropole. C'est, comme vous dites, donc deux filières très importantes qui, quelque part, collaborent l'une avec l'autre aujourd'hui en temps. Écoutez, alors, il y a quelque part une petite révolution, un développement accru qui se déroule ici dans la métropole. Mais de l'autre côté, dans la rive sud de la Méditerranée, en Afrique, nous connaissons aussi quand même des start-up qui naissent, qui arrivent à lever des fonds. J'ai aussi regardé un peu les chiffres pour l'Afrique francophone. Notamment, j'ai pu voir que le Camerounais Wassipo est parvenu à collecter 2,7 millions de dollars et à Soussou plus de 2 millions d'euros au mois de mars 2022. Alors, vous qui êtes membre, je dirais, du CIAN, je le dis bien correctement maintenant, le secteur privé européen s'intéresse-t-il au secteur de la health tech en Afrique ? Oui, alors il s'y intéresse surtout depuis la crise sanitaire. Il y a eu une vraie prise de conscience. Et je dirais un mot des quelques initiatives qui commencent à se mettre en place. Mais peut-être d'un mot, dire, quand on parle de l'Afrique subsaharienne et du dynamisme, c'est vrai qu'on voit, c'est un secteur très foisonnant dans beaucoup de pays. Mais quand on prend, je ne vais pas en citer beaucoup, mais on prend 3 chiffres. Si on regarde le top 50 des solutions Health Tech 2022. Si on regarde dans les 50 solutions, quels sont les pays qui y figurent? On a 3 pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya, qui en fait concentrent 80% des solutions dites prometteuses en Health Tech. Ça, c'est la première chose. Alors, on a quelques, effectivement, start-up comme Bola Bardé qui a développé Soussou, qui a mis en place toute une solution pour, en fait, attaquer les défis par deux angles. Un, celui de l'accès aux soins en proposant des bouquets de services, et l'autre, le sujet du financement. Donc, on a effectivement des solutions qui existent et des cas de réussite en Afrique francophone. Mais ce ne sont que 10% de toutes les... c'est à peine 10% des 50 premières solutions dont j'ai parlé. Donc il y a une vraie différence. Quand on parle de l'Afrique subsaharienne, il faut avoir ça à l'esprit. On est très avancé côté anglophone et on a un énorme retard à rattraper côté francophone. Et qu'est-ce qui explique cela ? Je pense que cela s'explique par les financeurs internationaux qui s'intéressent d'abord aux pays anglophones, et il pourra, je pense, en témoigner. J'étais encore avec Bola Bardé la semaine dernière. Elle m'a dit tout le parcours de combattant qu'elle a dû faire pour justement obtenir ses premiers fonds. Et donc, on a, je pense, aujourd'hui un défi majeur, c'est comment on passe... en fait, on va en parler des défis, mais comment on fait plus rapide pour passer de la détection, de l'incubation avec des fonds d'amorçage qui existent pour certaines startups, à une véritable accélération et aider ces startups à trouver leur marché en Afrique francophone. Il n'y a que 3 pays en fait aujourd'hui où il y a un vrai dynamisme. Je peux les citer. C'est le Cameroun, c'est le Rwanda et c'est le Bénin. C'est les 3 pays, on va dire, les plus avancés en Afrique subsaharienne quand on regarde le mapping qui est fait par... Vous parlez de ces 3 pays-là, et nous avons ici justement, si vous me permettez, je vais poser une question de notre compère togolais. Pourquoi le Togo serait, selon M. Meville, un peu en retrait? Qu'est-ce qui expliquerait cela? Ok, merci pour la question. Je pense que déjà, c'est une histoire de mentalité. Déjà, tout ce qui est mécanismes mis en place dans le secteur de la santé, ce sont des mécanismes classiques. Voilà. Aujourd'hui, le numérique, nous sommes à l'ère du numérique et maintenant, il faut essayer d'amener ces décisionnaires à intégrer maintenant ce numérique, de l'appliquer au secteur de la santé et maintenant voir quoi faire pour booster justement la e-santé au niveau du Togo. Donc moi je dirais que c'est la mentalité. Il faut vraiment, il y a des health workers qui essaient de mettre en avant l'e-santé, mais les décisionnaires aussi doivent aussi faire partie du lot pour que le Togo soit vraiment émergent côté e-santé. Voilà.
Nous avons passé du côté nord de la Méditerranée. Pour la Tunisie, quel est le contexte encore actuel? Quelle a été l'évolution au cours des 5 à 10 dernières années? Est-ce que tu vois une ressemblance entre, par exemple, le Togo ou l'Afrique subsaharienne? Alors, il y a forcément beaucoup de choses communes, effectivement. Il y a beaucoup de défis certainement. qui sont plus ou moins les mêmes. Nous, on constate des travaux de recherche qui sont excellents, mais qui s'arrêtent malheureusement au stade de la recherche. Et je pense que c'est commun à beaucoup de pays, même développés parfois, mais c'est plus accentué en Afrique et en Tunisie en particulier que je maîtrise. Et comment les faire dépasser plus loin que le stade de la recherche? Alors la problématique justement, c'est probablement un peu l'accompagnement spécifique. Il y a quelques difficultés à trouver les bons interlocuteurs. Quand on est scientifique, quand on est chercheur, le discours, la vulgarisation de nos travaux n'est pas forcément quelque chose d'aisé et de inné chez ces chercheurs-là ou ces innovants-là. Et donc à partir de là, s'ils n'ont pas en face des structures qui peuvent les accompagner sur l'aspect scientifique, certes, mais aussi sur l'aspect entrepreneurial, pour accompagner un peu la genèse de start-up, de spin-off, de structures, de sociétés qui peuvent faire valoriser ces travaux de recherche-là, et ben ça reste au stade de recherche. Après, il y a l'aspect financement, forcément aussi, qui arrive après, qui constitue une problématique. La health tech nécessite énormément d'investissements, généralement. Combien environ? Ça dépend des projets, mais c'est assez, ça peut aller jusqu'à des centaines de millions d'euros parfois. Donc l'investissement... Voilà, l'investissement peut être... Aujourd'hui, on parle du milliard pour le médicament. Hein, donc, du milliard d'euros d'investissement nécessaire. Et comment leur on fait ces financements? Je veux dire, soit c'est des actions publiques, privées. À quoi ça ressemblerait? Je vous pose la question parce que vous avez quand même... C'est tout à fait dans l'enchaînement de ce qu'a dit Hichem. Hein. Je crois que l'accompagnement en fait, qu'on doit mener aujourd'hui pour emmener ces produits vers le marché, il est de plusieurs natures. C'est l'expertise, parce qu'on a besoin de connaître les bonnes réglementations, les bons interlocuteurs et les bons financeurs. Parce que les investisseurs qui vont sur ces secteurs-là extrêmement risqués, ce ne sont pas des investisseurs classiques. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, il faut qu'on crédibilise le projet par l'accompagnement des dirigeants, qui sortent souvent aussi des laboratoires de recherche. Donc, il faut qu'on leur mette des équipes dirigeantes à leur côté. Il faut qu'on leur mette des experts sur la réglementation. Et il faut qu'on les emmène à rencontrer les investisseurs qui vont pouvoir venir faire ces différents tours de financement depuis l'amorçage, série A, série B et au-delà. Et enfin, dernier élément, il faut les mettre en relation avec les bons partenaires industriels, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le numérique, mais il y a aussi tout ce qui se produit. Et tout ce qui se produit, ça doit aller dans une usine et être distribué. Là, on parle en général des grands groupes industriels. Donc, quelque part, Madame Charaf, bienvenue. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Est-ce qu'on pourrait apporter un microphone, s'il vous plaît? Oui. Juste avant de... Vous voulez rebondir sur ce que Madame Royer disait? Rapidement, puisque comme le temps nous est compté, dire dans l'accompagnement et l'innovation, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit avant. C'est pour cela qu'on est en train de voir avec l'ensemble des partenaires du CIAN, mais aussi au niveau européen, parce qu'il y a une plateforme d'entreprises européennes, l'EPCAM, qui s'appelle European Business Council for Africa and the Mediterranean. Comment appuyer, justement, mettre en place un fonds qui serait dédié à cet accompagnement pour emmener les startups qui ont la preuve de concept à trouver leur marché. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. C'est complètement ça l'enjeu aujourd'hui. Et on a un modèle économique de la santé qui n'est pas toujours compris par les investisseurs. Ils ont peur. C'est l'Afrique, c'est la santé, c'est du risque. Et c'est à nous de faire toute la pédagogie pour leur montrer que ces projets, il y a du retour sur investissement et qu'on peut les accompagner. Voilà. Je ne serai pas plus long. Ah. Merci d'être parmi nous. Merci à vous pour cet événement. Et merci de participer. Nous avons donc déjà, pour vous donner un petit décor, nous avont brossé quelles sont été les avancées, les défis qui existent dans les différents contextes, tant en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord et dans la métropole. Et comme je l'ai dit à Mme Royer, j'étais vraiment très étonné, positivement d'ailleurs, de voir que la métropole est quand même un centre de vivier d'innovation dans la health tech, avec 600 entreprises, 3700 emplois, et je crois, si je me souviens bien, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je voulais vous poser la question, quelles sont les politiques qui ont été mises en place depuis au cours des dernières années pour que Marseille devienne ce vivier et un centre, un hub important dans la health tech? Écoutez, quand je suis arrivée, j'entendais Madame Royer qui expliquait que ça se base, l'écosystème de l'innovation se base déjà
sur de l'académique de très bon niveau, avec quand même toutes les instances qui sont représentées, l'INSERM, le CNRS, l'IRD, on a aussi un IHU, pour l'instant, on espère qu'on va en avoir bientôt un autre. Donc on a des instances de recherche qui sont extrêmement actives, oui. Et on a un écosystème de l'innovation et un pôle de compétitivité Eurobiomed qui est là aussi est extrêmement actif, qui fait le lien entre les deux. On a pas mal de spin-off de nos laboratoires de recherche qui sont allés dans le privé, qui ont monté des boîtes et qui ont été très successful ces dernières années. La métropole les accompagne dans ces démarches, de façon en partenariat, bien sûr, avec Eurobiomed, mais les accompagne. Et comment cet écosystème, justement, permet-il de renforcer les liens entre les écosystèmes Eltech situés dans la rive sud et la métropole ? En fait, pour renforcer les liens, c'est, dirons-nous, le même combat. Il y a déjà des liens qui sont naturels, des liens culturels, des liens humains, hein, et géographiques aussi, d'une part. D'autre part, il y a quand même des territoires qui ont des enjeux, c'est-à-dire un gros potentiel des deux parts de la Méditerranée, et un territoire qui doit être quand même résilient, qui a été confronté, on l'a vu dernièrement, à une crise sanitaire sans précédent, et donc qui a fait face, qui ne s'est pas trop mal débrouillé de part et d'autre. Et donc, on a un peu les mêmes réflexes. Après, on a aussi des atouts, nous, à Marseille, avec, en étant un hub relativement connecté, qui peut se pencher très naturellement vers l'Afrique, de façon très simple. Voilà. Donc, j'ai pu comprendre, et c'est ce que M. Maville vous l'avez souligné, que quelque part, le boom de Altech a été quand même suscité, vous avez souligné seulement par la pandémie que nous avons connue. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau des accélérateurs, des startups et des initiatives qui ont été mises en place ou des startups qui viennent vers vous, parce que vous êtes quand même des acteurs, des structures d'accompagnement tous les deux. Et je reposais la question, est-ce que vous avez eu les mêmes tendances des deux côtés, je dirais, tant dans au niveau de la métropole qu'en Tunisie? Et je te laisse la parole, le premier chef. Je vais partir de la Tunisie, justement. La Tunisie est un petit pays et l'Afrique reste un marché très prometteur, mais qui reste un peu un marché pas simple à adresser. Et donc, du coup, l'international, pour nous, parmi nos axes chez Connectinov, on a lancé Connectinov il y a 2 ans à peu près, et il y avait 3 axes principaux sur lesquels on a travaillé. Le premier, c'est forcément la health tech. Ouais. Le deuxième, c'est l'innovation. Et le troisième, c'est l'internationalisation, parce qu'on considérait que c'était très important de s'ouvrir à l'international dès le début pour les projets africains et les projets tunisiens, en l'occurrence, en particulier. Et du coup, on a déjà collaboré avec Eurobiomed. Eurobiomed fait partie de nos partenaires historiques chez Connectinov, et on a co-créé ensemble les programmes et mis en place les programmes pour structurer des startups health tech tunisiennes qu'on est en train d'accompagner aujourd'hui. Il y en a quelques-unes qui viennent s'installer sur la région Aix-Marseille, j'espère, bientôt. C'est en cours de mise en place. Et l'idée, la question qu'on est en train de se poser, c'est de se dire la partie accompagnement à l'international est quelque chose de très important. Et donc venir accompagner ces startups africaines à partir de la région Aix-Marseille peut être la solution effectivement pour eux, pour s'internationaliser et partir de la région et se développer à partir de la région. Vous avez dit, donc, vous dites que vous avez directement misé sur l'internationalisation des startups, c'est ça? C'est ça. Pourquoi? Alors parce que le marché international, le marché de la health tech est un marché très exigeant aussi. Se développer à l'international est quelque chose de... Déjà une start-up à la base et internationale, doit être internationale à la base. La health tech encore pire, parce que la health tech, le marché health tech, c'est un marché assez peu développé, on va dire, encore en Afrique quand on parle d'innovation, mais c'est un marché d'avenir. Donc préparer un peu ces startups-là à partir de l'international pour après réattaquer le marché africain peut être une solution très intéressante pour les deux. Moi, je pars du principe de la pollinisation. J'aime bien le terme pollinisation des idées. Donc faire en sorte un peu que des idées, des porteurs de projets, des startups communiquent un peu sur des territoires différents, des territoires complémentaires, peut créer de l'innovation, peut améliorer l'innovation qu'on pourrait créer. Et c'est dans ce concept-là qu'on est en train de faire un partenariat avec Eurobiomed, justement. Et donc, l'internalisation due au secteur, quand vous dites de la health tech particulière qui presse directement à aller conquérir d'autres marchés, donc dans les tendances un peu du côté tunisien, est-ce que du côté de la métropole, vous avez eu la même chose ou cela était-il différent? Oui. Non, on a eu... je ne sais pas s'il marche d'ailleurs. Peut-être qu'il faut l'allumer.
Ouais, ça y est, ça marche, merci. Non, on a eu exactement la même réflexion. En fait, il y a quand même un petit quelque chose de la pandémie dans notre partenariat, parce que je pense que ça a laissé aussi du temps aux idées de mûrir. Et il faut quand même se dire que c'était à cette époque-là que l'idée a commencé à mûrir chez Hichem et Wafa, qui ont lancé Connectinov. Et on a pris exactement la même logique chez Eurobiomed. Nos entreprises, celles qui sont sur le territoire de la métropole, qui développent des médicaments, évidemment, aujourd'hui, elles ne regardent pas le marché africain comme étant leur premier marché. En revanche, on a beaucoup d'entreprises qui développent des dispositifs médicaux, des solutions numériques pour la santé. Et ces entreprises-là, on a tout à fait conscience, en revanche, qu'il faut qu'elles soient aussi au regard et qu'elles puissent comprendre le marché africain pour y aller. Parce qu'on est bien dans une logique d'essaimage, dans un sens comme dans l'autre. Donc l'enjeu de ce partenariat-là et ce qu'on veut faire avec Connectinov de manière extrêmement engagée, c'est que l'Europe, en règle générale, je crois, n'a pas regardé et ne regarde toujours pas le marché africain avec suffisamment d'intérêt. Or, les usages en Afrique, je crois, ont une avance considérable sur les pays développés, notamment sur l'appropriation des usages du numérique. Et donc, je crois que nos entreprises doivent être capables de développer les bonnes solutions technologiques pour le marché mondial et pour le marché africain. Donc, on tient beaucoup aussi, nous, chez Eurobiomed, dans l'accompagnement qu'on va adresser aux entreprises, à pouvoir faire en sorte que nos entreprises du territoire métropolitain et plus largement national puissent, par l'intermédiaire du partenariat avec Connectinov et d'autres qui sont en train de se nouer aujourd'hui, j'en suis sûre, aller aussi sur le marché africain de manière résolue et pourquoi pas aussi co-développer par la suite des produits. Je comprends que M. Mavi voulait rebondir, mais après, je voudrais quand même poser la question sur l'Union européenne, qui pourtant quand même a mis sur la table, durant le dernier sommet, quasiment 150 milliards d'euros sur la table pour le Global Gateway. Donc, je reviendrai après sur ce sujet, mais vous voulez rebondir d'abord, M. Mavi. Oui, juste sur les domaines justement dans lesquels on voit le plus d'opportunités aujourd'hui dans les pays. C'est toutes les solutions, par exemple, j'étais encore au Burkina, imaginez, avec toutes les faiblesses qu'ont les systèmes de santé. Ce sont des start-up aujourd'hui, c'est une start-up burkinabé qui a mis en place une solution pour aider à transporter les vaccins de manière sécurisée. Donc la FI Monitor. On a également des startups qui émergent dans tout ce qui concerne la promotion, tout ce qui est la prévention, des solutions pour faire de la prévention. Parce que tous les systèmes de santé, c'est quand même beaucoup orienté vers le soin et pas beaucoup vers la prévention. Or, sur l'émergence de nouvelles maladies comme les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, on a besoin de solutions qui permettent aux gens de lutter contre la sédentarité, d'avoir des conseils. Et ce sont des startups qui amènent aussi ces solutions en Côte d'Ivoire. Le sujet du dossier médical du patient et des données, c'est aussi un domaine. La question du financement et du paiement sécurisé des soins, c'est encore un autre. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant à faire, c'est comment on fait converger la health tech et la fintech aussi. Parce que sur tout ce qui concerne le financement des soins, on n'a pas de système de sécurité sociale ni de couverture maladie universelle. Partout, on a besoin de connecter ces deux segments-là. Voilà. Madame Charles voudrait rebondir sur vos propos. Non, juste pour compléter en fait un petit peu ce que vous dites, et c'est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur d'exemple aussi. Le fait d'être dans un territoire qui souvent doit être résilient à booster un peu l'imagination. Et pour nous, il y a une valeur d'exemple. J'étais il n'y a pas très longtemps à un congrès médical sur le cancer et j'ai rencontré justement une start-up marocaine qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour justement pallier au déficit de médecins pathologistes pouvant faire des diagnostics, et ils ont des données très intéressantes qui peuvent vraiment nous servir et être vraiment un vrai exemple dans ce qui se fait, et que nous, on a un petit peu tendance à avoir moins l'obligation de mettre en place aussi rapidement, et donc je pense que c'est un vrai plus. On se posait énormément de questions. Je peux encore en dire un mot ? Je vous en prie. Juste un dernier mot. On se posait énormément de questions sur les sujets, par exemple, de téléconsultation, de télédiagnostic, etc. Moi, les initiatives les plus intéressantes que j'ai vues, c'est en Afrique dans ce domaine-là, sur la santé mobile. Les unités mobiles qui emmènent l'offre de prévention, de diagnostic ou de soins au plus près des personnes. On les a et on peut utiliser ces solutions dans nos déserts médicaux en Europe et en France. Mais on en a. Et donc, c'est là où ça devient intéressant de construire aussi les ponts.
Mais de manière un peu plus large, est-ce ici sera peut-être une question plus personnelle, est-ce qu'un changement de mentalité, parce que vous parlez qu'il y a une appropriation plus grande en Afrique, plus qu'en Europe, il y a un boom beaucoup plus grand dans les écosystèmes parfois qui sont plus fragiles que ceux que nous avons ici en Europe. Mais je vais vous donner un exemple personnel. Durant la Covid, j'étais au Rwanda en novembre 2020. Les applications déjà effectuées étaient déjà en vigueur, c'est-à-dire tout était déjà numérisé, je devais aller à l'avion, déposer et me faire tester, tout était numérisé, je prenais une carte d'identité numérique, alors qu'à Bruxelles, ou si mes souvenirs sont exacts en France, nous étions encore au papier. Et quand j'expliquais ça à mes collègues à Bruxelles, ils me disaient non, c'est pas possible. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un changement de mentalité devrait s'opérer de notre côté à nous? Et comment devrions-nous le faire pour y parvenir à ça? Parce que c'est comme, je crois, un sujet fort intéressant. Nous parlons bien beaucoup d'Afrique avec des beaux mots, mais parfois nous manquons, je pense, de vision un peu plus concrète et réelle sur ce qui se passe, et même de l'accepter de ce qui se passe là-bas. Hicham, tu voulais dire quelque chose? Absolument, c'est la co-création en fait. C'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est co-créer ensemble. On a effectivement des besoins différents, on a des façons de faire différentes, on a un vécu différent, et donc à partir de là, notre vision des solutions qu'on pourrait apporter peut être différente. Et allier un peu ces deux visions-là, qui peuvent être complémentaires, peut apporter l'innovation, comme j'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, j'insiste sur le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec Eurobiomed. L'idée, c'est de lancer un accélérateur sur la région Aix-Marseille pour des startups africaines dans le domaine de la health tech, pour venir un peu s'implanter, s'internationaliser à partir de la région, se développer et s'imprégner des idées et des compétences et des ressources qui seraient disponibles sur la région, tout en apportant leurs idées qui pourraient être innovantes et différentes. Et on est sûr que dans le vivier africain, il y a beaucoup d'idées qui peuvent être super intéressantes sur la thématique health tech qui viendraient, et c'est pour ça, voilà. Et donc à partir de là, co-créer ensemble ces solutions-là, faire en sorte que ces solutions soient disponibles et pour le marché africain, mais aussi pour le marché international à partir de la région Aix-Marseille, peut être une solution. Mais voilà, justement, on parle de co-création, on parle de vivier. Nous avons comme un talent ici du Togo qui a créé une start-up dans la health tech. Qu'est-ce que, selon vous, serait nécessaire pour que, comme on parle ici de paradigme de changement de mentalité, pour qu'il y ait une autre vision, de la part de nous, les Européens, ici, qu'est-ce qui serait nécessaire pour arriver à cette co-création, vraiment co-créer d'égal à égal des partenariats, des projets qui puissent tant au niveau européen, tant au niveau africain, apporter que du bien ou des bénéfices? Ok, moi je pense que l'e-santé doit émerger d'une réflexion locale. On ne peut pas copier et implanter sans tenir compte des organisations et des habitudes locales. Par exemple, nous au Togo, en parlant d'organisation, il y a l'Ordre national des médecins du Togo qui ont mis en place maintenant un cadre réglementaire pour tout ce qui est e-santé. Avant la Covid, on ne peut pas faire la téléconsultation. Également, il y a le ministère de l'inclusion financière aussi qui a mis en place un dispositif pour les enfants scolarisés. Eux, pour leur prise en charge sanitaire, en fait. Voilà. Ça, ce sont des mécanismes mis en place par les organisations. Également, il y a l'assurance santé maladie universelle qui est mise en place. Et maintenant, pour les habitudes locales, il faut prendre en compte les réalités. L'Afrique n'est pas couverte totalement par la connectivité. Également, il y a un fort taux d'analphabétisme. Et aussi, il y a des étudiants qui sortent des universités. Pourquoi ne pas créer une e-santé autour de cet écosystème-là? Et pour répondre à votre question, je pense que la e-santé peut répondre vraiment à ces défis. Oui. Mais ma question serait de dire, qu'est-ce qui serait nécessaire pour changer les mentalités ou dans leur approche de coopération avec des startups comme vous? Je veux dire, lorsque vous allez chercher des financements, ou vous avez des phases de détection, de mise en relation, j'ai pu comprendre, dans cette phase d'accélération, qu'est-ce qui serait nécessaire? Quels éléments contribueraient à changer la mentalité et l'approche? Vous voulez dire quelque chose? Juste un petit point, mais on pourrait aussi, enfin on n'en parle pas, mais il y a aussi l'histoire de coûts. Il y a quand même des paradigmes qui sont les vôtres et qui doivent être les nôtres. C'est souvent trouver des solutions moins coûteuses. Et je pense que là, déjà, on peut s'en inspirer. Okay. J'aime te le dire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut une volonté politique, ça c'est clair. Okay. Ça c'est la base. Mais après, il faut des success stories. Donc à partir du moment où on va mettre en place des choses pour démontrer que l'innovation africaine peut apporter quelque chose à la health tech européenne et mondiale, là, on va finir par se dire, effectivement, il y a un vivier, il faut qu'on commence à le regarder. Et pour moi, c'est ces success stories qu'on doit créer, et pourquoi pas à partir de la région Aix-Marseille, ces success stories qu'on doit créer pour montrer un peu à toutes les parties prenantes
qu'on peut innover à partir de l'Afrique, et on est en train d'innover à partir de l'Afrique. Je parle sur la thématique health-tech. Je pense que sur la partie fintech, maintenant, les gens commencent un peu à se rendre compte que l'innovation peut sortir d'Afrique sur la partie fintech. La partie health-tech, je pense que c'est la même chose. Il va falloir un peu sortir 2 ou 3 projets importants pour montrer un peu cette capacité à innover. Donc, vous voulez dire quelque chose? Moi, j'aurais une question. Comment faire justement changer cette volonté politique? Moi, j'ai dit encore une fois, on parle ici de l'Union européenne, de Bruxelles, qui a quand même sorti un chéquier très conséquent, mais peu de choses se passent. Ouais, enfin, moi, je crois que... Est-ce que la région, les représentants ici de la métropole, pourraient éventuellement frapper à la porte de l'Union européenne, dire écoutez, nous avons ici une région, écosystème, avec autant, nous avons 2 filières numériques et health-tech qui se développent fortement, et l'Union européenne serait, si vous avez des projets, peut-être prête à justement vous écouter. Est-ce que ça se fait, Madame Charaf, au niveau politique, au niveau ici, au niveau local? C'est un peu cette approche de l'Union européenne de leur dire écoutez, messieurs les technocrates, messieurs les décideurs, avant d'aller voir les politiques, il faut qu'on monte les projets quand même. Donc je crois que la première étape, mais il y a des projets, mais il y a des projets déjà en place qui sont mis ici. Mais donc les projets, on les monte et après, je crois que c'est là que chacun va s'emparer. C'est une très bonne idée d'aller à l'Union européenne, mais en effet, il faut que les projets se fassent. Et ce que disait monsieur est très juste, la valeur de l'exemple, en fait. Montrer qu'il y a déjà des choses concrètes qui sont successful, ça peut être vraiment un accélérateur pour aller taper à l'Union européenne et dire voilà, regardez, on a réussi à faire un exemple qui a fonctionné. Et je pense que la health tech est vraiment un bon domaine pour jouer dans cette cour-là. Moi, si j'avais une recommandation, déjà, si on pouvait ne serait-ce que documenter, modéliser ce que vous avez réussi à faire ici, avec votre écosystème, je trouve que ce serait bien. C'est vraiment très utile pour aussi aller chercher, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'environnement aussi institutionnel dans les pays. On a besoin de parler à des décideurs. Et on a enregistré, c'est pas grave ce que je vais dire, mais dans beaucoup de pays africains, de pays subsahariens, la question de l'innovation en santé n'est pas portée politiquement. Elle n'est pas portée par les ministères de la Santé. Et très peu de pays ont des ministères du numérique. Par exemple, un ministre jeune avec une vision de ce que peut être la tech plus largement, et encore moins la health tech. Donc, je pense que si on a des exemples réussis comme les vôtres qui montrent comment un écosystème qui arrive à mettre les décideurs, les entrepreneurs, le monde de l'innovation, de la recherche ensemble pour créer cela au niveau des pays, je pense que ce serait un accompagnement. En fait, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrive à nous-mêmes à être en position d'accompagner pas seulement les entrepreneurs, mais d'accompagner les décideurs et les pays dans la mise en place de ces environnements favorables à l'émergence de l'innovation. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, je pense qu'on va avoir du mal à faire justement, à rendre pérennes les initiatives qui se mettent en place. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Un point intéressant, on parle souvent d'accompagner les start-upers. Vous, maintenant, vous dites qu'il faut accompagner les décideurs politiques dans le processus de décision ou de... Moi, franchement, de là où je suis, que ce soit au niveau du CIAN, au niveau de la commission santé et de santé en entreprise, où on fait des actions très concrètes sur le terrain avec des unités mobiles, etc., qui emmènent, ce que je disais tout à l'heure, l'offre de dépistage rapide. Je vois les difficultés qu'on a sur le terrain, quelquefois, ne serait-ce que parce qu'on a en face des gens qui ne comprennent pas toujours comment, voilà, ce qu'on fait, pourquoi les écosystèmes, pourquoi on a besoin d'intégrer le numérique. Et c'est, voilà, pour moi, un enjeu très important que je voulais partager avec vous. Et je dis, si on a votre exemple, qui est pour moi un bel exemple de réussite, à échanger, on peut très bien en faire un modèle de pédagogie pour d'autres pays. Donc, votre solution, l'accompagnement du politique, permettrait de développer la coopération entre les deux partenaires que sont l'Europe, l'Afrique ou ici même la métropole. C'est une nécessité. Quel enjeu ou quel défi doit aussi confronter cette coopération au niveau de la health tech, selon vous, Madame Royer, au niveau européen et africain? Alors, je pense que le principal enjeu, il n'est pas le même de chaque rive de la Méditerranée. Tout à fait. Je pense que l'enjeu pour l'Europe, c'est quand même d'arriver à s'implanter et à y être, parce que je crois que il y a beaucoup d'autres continents qui ont regardé l'Afrique et qui le regardent de manière même plus engagée encore. Donc je crois que pour nous, il y a un vrai enjeu. Si on doit y aller, il faut y aller de manière résolue.
Et l'autre enjeu, ça va être la capacité à ajuster le développement d'innovation par rapport aux usages. Et c'est là la réponse que Hichem a apportée. Je pense que la co-construction, la co-réalisation d'innovation est extrêmement importante. Parce qu'une solution de santé, en fait, ça doit être adopté par un usager, que cet usager soit un patient, un médecin, un clinicien, un chirurgien ou un chercheur. On développe un produit de santé en fonction de l'usager qui va, à la fin, l'adopter. Donc ça, c'est à mon avis clairement un frein qu'il faut avoir en tête pour pouvoir le dépasser. Et pour le dépasser, ça veut dire qu'il faut concevoir les produits ensemble à un moment. Ça, je crois que ça sera quelque chose d'important. Le frein du financement est toujours un frein dans notre domaine d'activité, car seuls les meilleurs projets seront financés. Mais je pense que justement aujourd'hui, l'écosystème financier mondial s'intéresse à la santé. Et donc si les projets sont très bons, on trouvera les financements. Et pour les dérisquer, je rebondis sur ce que vous avez dit, je pense que c'est ça qui est très important. C'est qu'il va falloir qu'on arrive à dérisquer le développement de ces innovations santé par des écosystèmes d'accompagnement, comme on a ici sur la métropole et comme on est en train de le construire avec Connect Innov. Et on espère, on est à votre disposition évidemment pour faire ça sur d'autres territoires. Et derrière, ça veut dire que si on dérisque, ça veut dire qu'on va bien environner, qu'on va mettre aussi des bonnes équipes dirigeantes auprès des entreprises. Et donc, tout ça, je crois que c'est là où on a un avantage compétitif sur le territoire d'Aix-Marseille, c'est qu'on a une proximité culturelle à laquelle je crois quand même très, très fortement et qui fait que pour moi, c'est ici que ça peut se faire. Vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu, il me faudra des bureaux dans votre futur accélérateur. Vous avez touché un point intéressant parce que vous avez parlé donc du financement. Vous avez dit que le financement parfois est trop long à être donné, Monsieur Maville, qui était l'un des défis. Oui, les financements aujourd'hui ne sont pas adaptés, ils sont trop longs, ils ne sont pas non plus adaptés toujours aux besoins des startups. Je prends l'exemple de Clickodoc, jeune ivoirienne qui a monté l'équivalent du système, comment s'appelle notre système Doctolib. Voilà, le Doctolib ivoirien. Ça fait 3 ans qu'elle essaye de développer sa solution aujourd'hui. Ce n'est pas les financements qui manquent. Elle est allée voir plusieurs partenaires, mais personne n'est en capacité de lui donner... Alors, soit elle est trop petite, soit on lui dit mais ce que vous nous demandez c'est pas assez, soit on lui dit mais non il y a trop de risques parce que vous êtes sur quelque chose où on n'a pas de référence pour comparer et trouver savoir si le modèle économique et le business plan que vous nous proposez est valable. Et ça fait 3 ans qu'elle attend. Elle est venue à Paris il y a 2 semaines. Elle a pu rencontrer des partenaires qui lui ont dit écoutez, on va vous accompagner, on a compris que vos besoins sont très spécifiques et on a besoin, nous, d'adapter nos solutions de financement à votre projet et non le contraire. Et là, ça fait... Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on soit en capacité de faire, c'est trouver des financements adaptés et vraiment les faire entrer plutôt vers les besoins des porteurs de projets plutôt que de demander aux porteurs de projets, aux startups, de s'adapter à des financements qui sont souvent... difficile à trouver. Je ne sais pas s'il peut... Mais malheureusement, c'est sur ce point, M. Maville. Tout dernier point, encore. Oui, justement, pour appuyer, je viens de rencontrer Proparco, justement, et je leur ai parlé de mes défis. La réponse était le financement désiré était trop petit pour leur portefeuille. Voilà. Donc voilà un appel du terrain demandant d'adapter des financements au sein déjà des institutions comme Proparco pour répondre à des besoins que vous faites exactement. Pour le développement de votre entreprise. Comme le temps file malheureusement, avec ce débat fort animé, en tout cas fort intéressant, avec vos points de vue en tout cas très très pertinents, je voudrais, la dernière question, Mme Charles, la poser à vous. Voilà, nous avons fait un tour d'ensemble, nous avons parlé des défis, nous avons parlé des réalités que connaissent chacun ici, des écosystèmes en Afrique du Nord et dans la métropole. Au niveau de la métropole, avec déjà tous les investissements qui ont été faits, comment voyez-vous le développement de la HealthTech et quel serait votre souhait pour le développement de la HealthTech sur le territoire au cours des 5 prochaines années ? Alors ça, c'est une question vaste. Je pense qu'une minute ne suffirait pas encore un peu plus quand même. Ne suffirait pas pour pitcher là-dessus. Moi, je crois qu'on a des atouts qui sont formidables. Effectivement, le sujet d'aujourd'hui, c'est la façon dont on peut
co-construire et co-développer avec les pays africains. Mais on a aussi tout le côté des entreprises du territoire qui ont besoin aussi de se développer un petit peu plus à l'international et de produire, notamment au niveau local. Et c'est un des projets qu'on essaie de porter, notamment avec Eurobiomed. C'est notamment essayer d'être un des bioclusters labellisés sur le territoire national, pour diminuer, dans le plan Santé 2030, l'idée était de diminuer le temps entre la découverte d'une cible et l'accès des patients aux médicaments qui découlent de cette cible. Et 3 bioclusters doivent être identifiés sur le territoire national. Et on aimerait être un de ces bioclusters en défendant une spécificité qui est la nôtre sur l'immunologie. Et on a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Eurobiomed a été très, très, très participatif là-dedans et on aimerait bien que ce soit un de nos débouchés majeurs et on pourrait d'ailleurs en faire bénéficier. À titre d'exemple, ça pourrait être une des success stories qui pourrait bénéficier à l'ensemble de nos partenaires et peut-être à nos partenaires africains. Donc, un point important, success stories, ce que tu avais dit ici, Hichem. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ça fait le 3e panel auquel je participe. Il y a vraiment un fil conducteur où tout le monde répète la même chose. Il faut une co-construction et il faut une co-innovation, en tout cas, entre toutes les parties prenantes, tant du côté africain que du côté européen. Je vous remercie. Nous avons pris un peu de temps, mais je crois que le débat était vraiment passionnant et que si on a dépassé, on nous excusera auprès de la régie. Encore une fois, je voudrais tous vous remercier, Madame Royer d'Eurobiomed, Monsieur Maville, Madame Charaf, notre cher ami Togo, M. Konchik Balé et Monsieur Hichem. En tout cas, merci pour votre participation dans ce panel vraiment très intéressant. Merci à vous.